Donc, on a déjà vu son noyau. Je vous rappelle que le noyau de phi, c'était l'ensemble des fonctions de la forme constante fois exponentielle de 2x, lorsque C appartient à R. C'est-à-dire c'était une droite dirigée par la fonction exponentielle de 2x. Et là, il y a un abus, on devrait dire plutôt, il y a un léger abus, parce qu'on devrait dire diriger quart de phi, ça serait un peu long à écrire, mais on devrait dire ça normalement, vect de l'application qu'à x donne exponentielle de 2x. Mais c'est un peu long d'écrire la flèche, parce qu'en fait, les vecteurs, c'est des fonctions ici. Donc quand j'écris ça, on dirait simplement que c'est une valeur. Bon, donc c'est une droite. La dimension de quart de phi, c'est donc 1. Bien. Alors maintenant, la question numéro 3, c'est regardez un peu l'image. Alors on ne demande pas l'image ici, parce qu'on est en dimension infinie. Donc on ne peut pas dire ici, on ne peut pas utiliser le théorème du rang, que je vais appeler relation de Grassmann la dernière fois par erreur, mais c'est pas grave, qui dirait que dimension de E égale dim de quart de f, pardon, plus dimension de l'image de f. Ok? On ne peut pas dire ça, car pourquoi on ne peut pas le dire ici? Quelqu'un voit pourquoi on ne peut pas le dire? Quelqu'un peut me répondre, et à tout le monde, si vous avez votre micro, pourquoi on ne peut pas utiliser cette relation ici? Hein? Pourquoi? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas trop là? Ah d'accord, parce que c'est pas en somme directe. Non, non, c'est pas la raison. Non, Vincent. Oui, c'est ça, Lisa. Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, la dimension de E est infinie. Parce que ça contient tous les polynômes. Donc, ça apporte rien, si vous voulez. On sait simplement, on s'attend, mais on ne peut pas l'utiliser ici, à ce que dim de l'image de f soit égal à l'infini aussi. Et effectivement, c'est vrai, mais l'exercice ne demande pas de montrer ça. Il demande un truc plus simple. Il demande de démontrer l'exercice. Il demande seulement de prouver que dimension de que l'image, ah zut, faut que j'efface, que l'image de f contient si on met l'inclus à l'envers, contient toutes les constantes. Alors l'ensemble des fonctions constantes. Alors l'ensemble des x donne une valeur c lorsque c appartient à R. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions constantes. Alors bon, c'est un résultat très partiel, mais bon, c'est pas très difficile à voir. D'abord,
les fonctions constantes, est-ce que quelqu'un voit ce que c'est comme espace? Est-ce que c'est un espace vectoriel? Si oui, est-ce qu'il y a quelle est sa dimension? Alors, ah, et la parole à Pascal Zera, d'accord. Qui c'est qui me répond là? Vous pouvez parler normalement. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Je sais pas, moi par exemple. Dîme de 1, c'est ça, Régina. Tu peux le dire aussi que je t'entende? Oui, c'est dimension 1. C'est ça, c'est bien. Ah, ça va. J'entends bien. Ok. Eh bien, effectivement, cet espace-là, les fonctions constantes, en fait, l'ensemble des x tels que x donne c, lorsque c dans R, c appartenant à R, c'est simplement vect de quelle fonction de base principale? Quelle est la fonction de base qu'on pourrait prendre ici? Quelle est la fonction de base? Hein? Vous voyez quoi comme fonction de base ici? Qui me répond? Qui me répond là? Parmi les 13 qui sont là. Voilà, c'est ça bien, Kathleen, c'est ça. C'est bien, c'est très bien. Donc en fait, c'est l'application KX donne 1. D'accord? Effectivement, parce que x donne constante, c'est la constante fois x donne 1. Ça, c'est bien. Ok. Alors, on va lui donner un nom, alors on va l'appeler 1 avec une barre là. Double barre, c'est la fonction kx donne 1. D'accord? Et on va donc montrer que l'image de f contient la droite dirigée par cette fonction constante. On va démontrer ça. Alors, c'est pas très dur. C'est pas très dur, donc on va pas passer 3 plombs là-dessus. Ben, il faut donc montrer. Alors, donc, si on veut montrer que vect de 1, pour montrer que vect de 1 est inclus dans l'image, ben, il faut en particulier montrer, il suffit en fait de montrer que, eh bien, le vecteur 1, la fonction 1 est dans l'image. Je note comme ça. Elle n'est pas bien mise, je recommence. Je ne suis pas meilleur avec une ardoise qu'avec une craie. Que la fonction 1, eh bien, appartient à l'image. Pourquoi ça suffit ça? Qui c'est qui voit pourquoi ça suffit de montrer ça? Pourquoi ça suffit? Qui c'est qui peut me répondre? Donc c'est nécessaire, c'est clair, parce que 1 est dans vect de 1. Donc si vect de 1 est inclus dans l'image, 1 est dans l'image. Mais pourquoi si 1 est dans l'image, alors tout l'espace vectoriel? Non, c'est pas parce que f est... Non, non. C'est pas parce qu'une application linéaire. Sébastien, c'est bien, mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est parce que c'est un espace vectoriel. Comme c'est un espace vectoriel, dès qu'il contient un vecteur, il contient toutes les combinaisons de ce vecteur, en particulier tous les multiples. Donc si vous voulez, si 1 appartient à une de f, quelle que soit la constante c dans R, c fois 1 appartient à une de f. Donc ça veut dire que le vect de 1, il sera inclus dans l'hymne de f. Bon, c'est très simple hein, tout ça. Hein. C'est très simple. Mais bon, il faut savoir le faire. Donc on va le montrer maintenant. Alors maintenant, pour voir que 1
appartient à l'hymne de F. Ça signifie, c'est là qu'il faut bien comprendre, être dans l'image, ça veut dire quoi? Qui c'est qui pourrait... Alors, je ne sais pas, est-ce que si certains d'entre vous ont une tablette, y en a-t-il qui ont une tablette? Une tablette avec un stylet. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont ça? Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Parce que si quelqu'un a une tablette ou un stylet, eh ben, de temps en temps, je pourrais lui passer il pourra prendre l'écran et puis il pourra écrire. Bon. Pour l'instant, Catherine n'en a pas, Oriane non plus. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui en a une, ben ce serait bien qu'il se manifeste. Comme ça, de temps en temps, il pourrait prendre prendre un peu, poser sa question, ça peut être sympa aussi. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour l'instant. Oriane, Océane, Lisa, Catherine n'en ont pas. Et les autres, je regarde, parmi les 14 participants. Bon. Ah, tu peux écrire directement sur votre écran? Ah bon, Vincent? Ah, c'est top! Comment tu fais? Comment tu fais, Vincent? Avec ton doigt? Attends, est-ce que j'ai poussé à tout le monde? Ah! Et tu écris avec ton doigt? Ça, c'est étonnant. Bon, bah donc, si tu veux écrire, n'hésite pas, hein, et comme ça nous aidera. Donc, je continue. Alors, pour voir que 1 appartient à l'image de F, ça veut dire que, en fait, 1 est égal à l'image de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il existe un antécédent, il existe une fonction. Ah, image de phi, j'ai fait une bêtise. C'est image de phi. Ah, j'ai confondu phi ici. C'est fâcheux. Image de phi. Oui, pardon, j'ai bugué, j'ai confondu phi et f. Ça, c'est vraiment malvenu ici. Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'il y a un antécédent. Ça veut dire qu'il existe une fonction f dans C infini, telle que, eh bien, phi de f, c'est justement la fonction 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f vérifie ce qui signifie, ça c'est du latin, idest, hein, pour ceux qui ne savent pas, f' moins 2f est égal à la fonction 1. Donc ça veut dire que quel que soit x, f' de x moins 2f de x est toujours égal à 1. Bon, alors est-ce qu'on peut trouver une fonction f qui vérifie ça? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut en trouver une fonction f comme ça? C'est la question que je pose. Alors tu peux écrire sur le tableau si tu veux, donc Vincent. Ça donne moins 1,5. Ah, Kylian, ouais, c'est ça. Très bien, Kylian. C'est ça, effectivement, vous regardez la fonction, en effet. Si on recherche à résoudre l'équation y' moins 2y est égal à 1, ben y égale moins 1,5 est solution.
Et solution parce que quand vous faites... Alors oui, je vais revenir en arrière, j'étais trop vite peut-être. Si vous dérivez moins 1,5, il reste rien. Puis moins 2 fois moins 1,5, ça fait bien 1. D'accord? Quand vous dérivez moins 1,5, il n'y aura plus rien, ça vaut rien. Puis moins 2 fois moins 1,5, ça fait 1. Donc c'est facile. Ok? Tout le monde est d'accord avec ça? Vous pouvez parler, hein, parce que je me sens super seul là. J'ai l'impression d'être un peu fou, de parler tout seul. C'est très bizarre. Donc si vous pouvez me parler, ça serait pas mal. Hein? N'hésitez pas à parler. Vous n'êtes pas nombreux. C'est pas gênant là. Ils sont où les participants? Je regarde. Il y en a 16. Ah, c'est bien, ça augmente. Bon. Normalement, est-ce que je vais mettre. Est-ce qu'il y a le micro pour tout le monde? Je regarde Zoom. Les participants sont là. Activez les muets. Ah ben, ils sont encore. Vous êtes tous muets. Voilà. J'active les muets. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui t'entendent deviennent muets. Ok. Bon. Activer les muets. Bon. Voilà, ça s'active. Normalement, j'active au micro. Ah, mais après, ça s'éteint. Ah là là, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, n'hésitez pas à parler. Hein. N'hésitez pas à parler. Alors, ouais. Donc ici, finalement, euh, ben, je vais passer à la page suivante là. Si vous regardez, on a bien donc la fonction 1 qui est égale à phi de la fonction qui a x associe moins 1,5. Donc, on a montré que 1 appartenait à l'image de phi. Et donc l'image de phi contient les constantes, contient en fait vect de 1. Et ça, on a vu que c'était les constantes. Ça termine l'exercice. Il y a des questions? Des questions là-dessus? Ah, j'entends rien du tout. Je sais pas, le son il est pas super bon, je vous entends pas. Oriane, tu peux parler que j'entende un peu? Je t'entends pas du tout, Oriane. Pourtant le micro, pourtant le micro est activé, hein, c'est bizarre. Alors attends, il y a peut-être un paramétrage que j'ai pas bien fait là-dedans. Pourtant c'est marqué activer plus. Autoriser. Autoriser. Je les autorise quand même à activer leur micro. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Le son, il y a peut-être des problèmes, mais j'active le son, je sais pas. C'est pas. Monsieur? Oui, ça y est, je t'attends. Oui? Mais moi, c'est Océane, c'est pour ça, je pense. Ah oui, d'accord, pardon. J'avais une question. Vous avez Oui. écrit quoi après le 2? Alors attends, j'efface le truc. C'est vrai que je mélange toujours ton prénom avec Oriane, et je suis désolé pour Oriane et pour toi, je suis désolé. Alors attends, je reviens. Après le 2 ici, où tu vois un 2 là? Là, sur cette page-là ou l'autre? Ici? Oui, ça, enfin, je sais pas ce qu'il y a écrit. Non, c'est pas un 2, c'est image. Alors je vais l'effacer. Ok, J'écris comme un sagouin. Voilà. Je vais l'écrire mieux que ça. C'est image. merci. My pleasure. Bon, alors on va à la suite alors. On passe à l'exo suivant. Au 3. L'exo 3. Allez, l'exo 3. L'exo 3, de quoi il parle? Alors, il parle de... Que je prenne ma feuille à côté. Ah oui, bon. Alors...
on donne la base canonique de R3 et on veut montrer que deux fonctions sont égales si et seulement si elles coïncident pour les vecteurs de base. Bon, alors il y a plusieurs façons de le faire. Donc exercice 3, on va passer exercice 3, donc je vais prendre une nouvelle feuille. Exercice 3. Donc on se donne F et G, deux applications, on se place dans R3 là maintenant. Hein. Ici, l'espace vectoriel E, c'est R3, donc l'espace des triplets, l'espace usuel. Et puis on note E1, E2, E3. Donc E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. Et E3, c'est 0, 0, 1. La base naturelle, donc la base canonique ou naturelle. Bon, et on se donne F et G, deux espaces, deux applications linéaires. Alors il a oublié, la feuille est mal tapée. Hein. On se donne F et G qui appartiennent à L2. Je crois qu'il note comme ça, non? C'est comme ça la notation que vous avez vue? C'est ça la notation application linéaire? Donc deux applications linéaires. Je ne sais pas s'il note comme ça. Deux applications linéaires. Est-ce que c'est la notation qu'il utilise Gaëtan ou est-ce qu'il appelle en deux? Donc je ne sais plus si Gaëtan Planchon note L2E ou endomorphisme de les applications linéaires. Je sais pas. Enfin, c'est pas très important. En tout cas, on prend F et G. Donc, ils vont de E dans E. Et qui sont linéaires. Bon, alors maintenant, l'idée, c'est de voir si elles sont égales. Une condition nécessaire et suffisante. Donc, on veut une condition nécessaire et suffisante pour que F est égal à G. Alors, oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, pour moi, vous êtes combien là? Je regarde un peu. 15. Bon, d'accord. Bon, alors, pour voir que si elles sont égales, évidemment, d'abord, il y a une condition nécessaire. Je vais mettre un truc comme ça. C'est ce qu'on appelle la condition nécessaire. Si F est égal à G, alors F de X est égal à G de X, quel que soit X dans E. Donc, en particulier, pour X est égal à EI. Hein, I est égal à 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que, eh bien, on aura bien F de EI qui est égal à G de EI, quel que soit I. C'est bien une condition nécessaire, c'est-à-dire une conséquence de F égale G. Si F égale G, alors, eh bien, F et G sont égales pour tous les vecteurs de base, ça c'est évident. Mais on va voir que ça suffit. Si F et G sont égales pour 3 vecteurs, alors elles sont égales sur tous les vecteurs de R3 qui sont donc en nombre beaucoup plus grand, il y a une infinité. On va faire la réciproque. Alors la réciproque, je vais passer à la page suivante. Réciproquement, si vous avez F de EI est égal à G de EI, quel que soit I, on va montrer que F de X est égal à G de X, quel que soit X, dans R3. Donc maintenant, on va dire que ça suffit. Non seulement c'est nécessaire, mais ça suffit. Si F et G coïncident sur les 3 vecteurs de base, alors ils vont coïncider pour tous les vecteurs.
il y a deux façons de faire ça, une façon bourrine et une façon élégante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer par la façon bourrine, parce que des fois, comme ça, c'est comme ça qu'on comprend. Donc, méthode un peu naïve. Méthode, je dirais, bon, méthode, je dirais, ouais, méthode naïve. Mais juste quand même, hein. Eh ben, si vous prenez un élément de R3, comme E1, E2, E3, donc on va l'appeler X est égal à X1, X2, X3, eh bien ce vecteur-là, il est combinaison des trois vecteurs de base. Vous voyez que X, eh ben c'est X1, E1 plus X2, E2 plus X3, E3. D'accord? On peut mettre des petites flèches dessus si vous voulez. Voilà, ça veut dire que X est combinaison des vecteurs de base. Évidemment, E1, E2, E3, c'est la base. Ou une base carrée de R3. Et maintenant, si vous regardez f de x, c'est f de tout ça. Tout ce qu'il y a au-dessus. Et là, on va utiliser le fait que f est linéaire. Ce qu'on a vu hier, f est linéaire, ça veut dire que l'image d'une combinaison, c'est la combinaison des images. Voilà. Okay. Vous m'entendez toujours bien? Parce que comme j'entends rien du tout, j'aimerais bien voir que ça... J'ai pas de feedback, c'est marrant, je sais pas pourquoi il n'y a pas de son aujourd'hui. Pas souvent du son. Là, eh ben, le micro, il n'arrête pas de s'éteindre, c'est pénible ça. Activer les muets, je sais pas pourquoi. Activer les muets, il y en a qui sont... Je sais pas, il va falloir activer, oui. Bon. Magali, tu m'entends? Normalement, tu dois pas me répondre. Ah oui, tu m'entends, mais tu n'arrives pas à répondre avec le micro. Normalement, le micro est activé, mais bon, je sais pas pourquoi. Je vais mettre couper le son, autoriser le son, ben non. Ah, il faut peut-être que vous réactiviez votre micro, voilà, c'est ça. Des fois. Bon, je continue. Alors, donc maintenant, je continue ici. Page suivante. Donc maintenant, on a finalement que f de x, ça va être égal à x1 f de E1 plus x2 f de E2 plus x3 f de E3. Vous voyez, c'est ça la linéarité. C'est vraiment ça. L'image d'une combinaison, c'est la combinaison des images. J'ai écrit ça comme ça, de façon un peu plus jolie. F de somme des sur i de xi ei, c'est égal à somme des xi f de ei. Voyez? Et maintenant, comme f de ei est égal à g de ei, ben vous pouvez dire que f de x, c'est somme des xi g de ei. J'ai remplacé les f de i par les g de i. Et maintenant, vous utilisez que g est linéaire. Donc, la somme ici, cette somme-là, elle va donner la même chose que g de la combinaison linéaire. Voilà. D'accord? Et là, je vais peut-être prendre un coup. Ça, c'est important.
Ça, c'est la linéarité ici. Vous voyez, ça c'est très important, ça. C'est ce qui fait que ces choses-là sont... Que je peux passer le sigma ici, il passe à l'intérieur. Linéaire, ça veut dire que G traverse les sigmas, vous voyez. G d'un sigma, ben c'est sigma des G, puis vous faites traverser les constantes. Voilà. Alors, je reviens avec ma couleur sur mon tableau. Bon, et la dernière chose, c'est que G de ceci, c'est aussi égal à quoi? Ça, c'est quoi ici? Qui c'est qui me dit ce que c'est, que j'entende? Qui me l'écrit ou qui me le dit? C'est G de quoi à la fin? Qu'est-ce qui va rester? Ouais, c'est G de X, c'est ça. C'est G de X, c'est ça, Oriane. Mais bon, je t'entends toujours pas. Je crois que vous pouvez activer votre micro. Il doit y avoir un paramètre dans votre ordinateur pour activer votre son. Parce que si votre carte son n'est pas activée, on n'entend rien. Donc ça donne bien G de X ici. Ça donne G de X ici. Voilà. Bon, alors je regarde. Je suis parti de f de x. Je m'amuse un petit peu. Je suis parti de f de x ici, vous voyez. Et j'ai fini par égal g de x. Donc ça, et ça c'est vrai, quel que soit x. Je n'ai pas pris un x particulier ici. Donc ça veut dire vraiment... Ça veut vraiment dire vraiment que... donc finalement... on a prouvé que f de x est égal à g de x pour tout x. Alors c'est très simple, hein, mais c'est profond. C'est uniquement basé sur les combinaisons linéaires. Donc f égale g. Des fois, pour bien caractériser le fait que dit f égale g, des fois on met 3. On en met 3. Vous voyez, on dirait vraiment, elles sont égales en tant que fonction. Hein. C'est-à-dire f est égal à g en tant que fonction. C'est juste pour insister, des fois on met 3 signes égales, mais ça veut dire, c'est rien de spécial. C'est une notation. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est clair ça, ou il y a des choses qui ne sont pas claires? Hein? S'il n'y a pas de questions sur... Voilà, s'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas de choses qui vous paraissent obscures, on va passer à la question 2 là. La question 2. La question 2, maintenant, qu'est-ce qu'il faut raconter? Eh bien, on donne les images des vecteurs de base et on va essayer de trouver l'image de x, y, z en fonction des images des vecteurs de base. Donc maintenant, c'est un cas particulier. D'accord? On va se donner l'image des vecteurs de base. On se donne f de EI pour I égale 1, 2, 3. Alors je vais les écrire. F de E1, qu'est-ce que c'est ici? C'est E1 plus 2E3. E1 plus 2E3. F de 2, c'est égal à E2E1 moins E2 moins E3. 2E1 moins E2 moins E3. Et puis f de E3, c'est moins E1 plus E2 plus 3E3. F de E3, qu'est-ce que c'est? C'est moins E1 plus E2 plus 3E3. Je me suis pas trompé? Non, c'est bon. Ah, c'est bien. Mais il y a qu'Océane que j'arrive à entendre, c'est incroyable. Hein.
essayez de parler les autres que j'entende. C'est bizarre quand même que vous avez un problème de carte son, je crois, c'est ça. Ah ça y est, à chaque fois ça s'éteint, je sais pas pourquoi. Chaque fois ça se désactive. Kathleen, tu m'entends aussi? Oui, oui, je vous entends. Ah bah c'est bien de parler parce que je me sens super seul, ça fait très bizarre, je parle tout seul, c'est quand même un peu perturbant. Voilà, donc je vais encore activer les muets. Ah c'est marrant, ceux qui ne se sont pas inscrits sur le compte, c'est pas très grave, hein, on voit leur portable qui apparaît. Ceux qui sont inscrits, on voit un nom. Ouais, d'accord, ok. Ça gêne pas de toute façon. J'active tous les muets, on sait jamais, je refais ça périodiquement. C'est bizarre ça, activer les muets, ouais. Bon, ça désactive. Alors, bon, il y a peut-être du bruit chez vous aussi, c'est pour ça, je comprends très bien que vous n'ayez pas forcément envie que j'entende passer l'aspirateur ou autre chose. Ou la musique de votre, euh, de votre chaîne, votre enceinte qui passe de la trappe ou je sais pas quoi. Bon, alors, je continue. Je continue. Donc, on a fait ce truc-là. Alors maintenant, il faut que je calcule f de x, y, z maintenant. Maintenant, je prends un vecteur u qui vaut x, y, z. Et je veux calculer f de u. Ben, comment je vais faire? Je vais utiliser le fait que f d'une combinaison linéaire est égal à la combinaison linéaire des f. C'est ça la linéarité, d'accord? C'est juste ça la linéarité. Ça c'est la linéarité. Qui c'est qui m'est vu? Je m'en doutais qu'il y en a qui allaient me le faire, c'est bien. Merci, merci, merci. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Je sais pas. Ok. Je sais pas si les autres ont entendu. Si tout le monde entend ou il n'y a que moi qui entend, je sais pas. Bon. Alors, je continue la page d'après. Donc, ici, donc si je calcule f de u, ben, je vais dire que u, c'est f de x fois le vecteur E1, plus y fois le vecteur E2, plus z fois le vecteur E3. C'est ça x, y, z. Hein. Parce que u, c'est x, y, z. Et là, par linéarité, c'est x fois f de E1, plus y fois f de E2, plus z fois f de E3. Pour aider, peut-être je mets des petites flèches là. L'image d'une combinaison linéaire de vecteurs, c'est la combinaison linéaire des images. C'est ça la linéarité. D'accord? Et maintenant, je remplace les valeurs de f de 1, x, et ici, son vecteur E1, c'est quoi? L'image de vecteur E1, on a vu que c'était E1 plus 2E3. E1 plus 2E3. Et là, c'était y facteur de 2E1 moins E2 moins E3. Et plus Z fois, ici, moins E1 plus E2 plus 3E3. Voilà. Bon, bah alors après, il suffit d'effectuer. Et qui c'est qui me donne le résultat? Ça donne quoi? Alors, je ne sais pas si vous pouvez écrire sur le tableau. Il y a en tout cas Vincent qui a réussi tout à l'heure. Est-ce que tu peux écrire le résultat, Vincent, sur le tableau? Vincent, écris-nous la réponse. Écris-nous la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Huawei, Mediapad, c'est peut-être qu'il s'est... Oui, tu t'es pas connecté sous ton
T'as pas inscrit tu t'es pas inscrit sur Zoom, donc t'as pas de pseudonyme. Ça marche plus. Ok, je comprends. Ah, c'était toi. Ok, je comprends. Pas de problème. Ok. Bon, quelqu'un d'autre sait écrire sur le tableau? Alors, je regarde. Parmi mes participants courageux, les 15 participants. Ah oui, il y a peut-être un bouton à noter là, regardez. Vous pouvez peut-être annoter l'écran là. Je sais pas si vous pouvez annoter vous-même. Je sais pas. Essayez voir. Bon. En tout cas, cherchez au brouillon. Cherchez au brouillon. Et ça va donner quoi? Ben, il suffit de mettre tout ce qui est en facteur de 1. Il y aura des choses facteur de 1. Il y aura des choses facteur de E2. Il y aura des choses facteur de E3. Et on remplit les parenthèses. E1, il y aura x plus 2y moins z. X plus 2y moins z. E2, il y aura quoi là? Il n'y en a pas dans la première. Il y aura moins y plus z. Voilà. Et puis E3, j'aurai 2x. Ah. Et E3, c'est vous me remplir. Et la troisième parenthèse. Et la troisième parenthèse. Zut. Et la troisième. Je sais pas pourquoi ils me mettent. Ah, c'est zut. Troisième parenthèse. Ah, c'est ça, Oriane. 2x, c'est ça, moins y plus 3z, c'est ça. 2x, moins y plus 3z. Et ça, on peut ensuite l'écrire complètement. Parce que E1, c'est 1, 0, 0, ça c'est 0, 1, 0. Et donc ça donne finalement un grand triplet. Parce que E1, c'est ce qui est en première position. Hein. Je vous rappelle E1, je vais le prendre en rouge. Ouais, E1, qu'est-ce que c'est E1? E1, c'est... Ça, c'est 1, 0, 0. Ça, c'est 0, 1, 0. Et ça, c'est 0, 0, 1. Donc finalement, ça va donner quoi cette histoire? Ça va donner en premier x plus 2y moins z, moins y plus z, et puis 2x moins y plus 3z. Ok? Ça donne ça. C'est bien, Antoine. Bon, alors, là, je vais vous apprendre un truc, on va anticiper. Je vais vous donner un truc. Je vais vous donner une arme de destruction massive. De destruction massive. Ah, ou plutôt de plus en plus joli. Une arme magique. Ouais, c'est plus joli que de dire ça. Une arme magique. Pour faire ça. Voilà. Vous allez voir. Pourquoi est-ce que j'ai fait là? Comment on fait ça? De toute façon, alors, on fera ça dans le dernier chapitre, mais j'anticipe un peu. De toute façon, là, on n'apprend plus de façon scolaire. Hein, vous avez vu que vous avez compris. On est passé dans une autre dimension avec ce coronavirus. Alors, il faut profiter. Donc, astuce. Il y a
une méthode plus rapide. Regardez. Alors, c'est assez bizarre. On va introduire la matrice de F dans la base E1, E2, E3. Alors c'est quoi cette matrice? Eh bien, on fait un tableau en fait, dont les colonnes sont les images des vecteurs E1, E2, E3 par F. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, je vais mettre, il y aura 3 colonnes dans ce tableau. Et dans la première colonne, ici, je vais mettre F de E1. F de E1, c'était E1 plus 2E3. Donc E1 plus 2E3. Dans la deuxième colonne, c'était 2E1 moins E2 moins E3. 2E1 moins E2 moins E3. Donc ça, c'est F de E2. Puis là, c'est pareil, ça va être F de E3. F de E3, ça va être exactement moins E1 plus E2 plus 3E3. Moins 1, 1 plus 3. Donc en colonne, vous mettez les images des vecteurs de base et les lignes, ça c'est la composante sur E1, composante sur E2, et là c'est la composante sur E3. D'accord? Donc en colonne, vous imaginez, vous mettez l'image du vecteur, et dans chacune des lignes, vous avez les coordonnées ou les composantes sur chacun des vecteurs de base. Voilà. Bon, eh bien, cette matrice, on l'appelle grand A. On la note comme ça en général. Donc 1, on met des parenthèses, c'est souvent mieux. 1, 0, 2, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 3. Et ce tableau de nombres, donc il y a 3 fois 3 nombres, eh ben, il caractérise, cette matrice A caractérise complètement l'application F. Pour calculer f de x, pour calculer f de x, y, z, f du triplet f, x, y, z, comment on fait? Eh bien, ça va être un triplet qui va être obtenu en faisant le produit de la matrice par le vecteur x, y, z. Alors, on va pas très bien. Je vais effacer. On va pas très bien. Ah si je vais effacer. Est-ce que ça va mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça en tableau, dans ce tableau-là? Est-ce que ça tourne? Ça tourne pas. Ah bon, ça va pas tourner. Bon, ça fait. Je vais reprendre comme ça. Alors, je vais effacer ici. Je vais effacer. Voilà. Ça va être égal à la matrice que j'avais appelée grand A, d'accord? Et je mets x, y, z ici en colonne. Alors c'est un peu magique, hein? Donc comment on fait? Donc on prend la matrice qui était donc 1, 0, 1, 0, 2,
2, moins 1, moins 1, et puis moins 1, 1, 3. Moins 1, 1, 3. Et je multiplie par x, y, z ici. Et là, comment on fait? Eh bien, c'est assez facile de voir ce qu'on fait. Vous prenez les coefficients, là, par exemple, ça va donner ici, je vais le voir comme ça. Je vais le voir, c'est facile quand on le voit au-dessus. Je vais prendre un crayon rouge, hop. Là, le 1, il va être multiplié par celui-là. Le y, il va être multiplié par celui-là. Le z va être multiplié par celui-là. Et je vais additionner les trois. Ça va me donner la première ligne. Donc ça va me donner ici x plus 2y moins z. Voilà pour la première ligne. Pour la deuxième, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre rouge, vert. Voilà. La deuxième, c'est pareil. Je vais faire, je vais la faire ici parce qu'on voit mieux. Hein. Là, je prends le x par le 0, le y par le moins 1 et le z par le 1. Je multiplie et j'additionne après. Ça va me donner x par 0, ça fait rien. Ça va donner moins y plus z. Ah, j'ai fait un z différemment, ça c'est bizarre ça, j'ai horreur de ça. C'est pas bon de faire deux z différents. Un z il est comme ça. Qu'est-ce qui me... Ah bah zut. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pardon, je chipote mais j'aime... Voilà. Et puis enfin la dernière ligne, c'est pareil. Là je prends le bleu, tiens, et je vais prendre x par 2, y par moins 1 et z par 3. Et puis j'additionne. Ça va me donner 2x moins y plus 3z. Bon. Normalement, vous devez être bluffé là. Hein. Être un peu ouais, bluffé. C'est-à-dire vous ne comprenez pas trop ce que j'ai fait. Donc, c'est pas grave, car vous allez revoir ça, revoir cela au chapitre suivant. J'anticipe un peu. D'accord ? Donc, c'est juste que c'est une première exposition en matrice. Expérience avec les matrices. Les matrices, c'est la façon moderne de faire l'algèbre linéaire. D'accord ? Voilà. Donc, vous connaissiez les vecteurs. Ben, vous allez apprendre maintenant les vecteurs de vecteurs, c'est-à-dire des matrices. D'accord ? C'est-à-dire, soit vous pouvez considérer que cette matrice 3, 3, c'est un vecteur qui comporte 3 colonnes, et dans chacune des colonnes, vous avez un vecteur colonne. Soit vous pouvez voir que c'est 3 lignes, et dans chacune des lignes, vous avez un vecteur ligne. Enfin bref. Non, j'ai des bêtises. Soit vous voyez que c'est un vecteur... Enfin bref, vous avez 9 nombres, quoi. Vous voyez... Vous pouvez le voir comme vous voulez, soit un vecteur ligne dont chacun des composantes soit une colonne, soit un vecteur colonne dont chacune des composantes est une ligne. Et enfin, vous pouvez voir ça comme un tableau de 9 nombres. Voilà. C'est bon, c'est clair ? Ah ! Bon. Bon. Enfin, on y reviendra.
Vous pouvez regarder l'article matrice sur Wikipédia si vous voulez, mais on y reviendra. Bon, alors, il nous restait à faire la question 3. Question 3. Ah zut, je suis en bleu. Je reviens à ça, blanc. Voilà, j'efface ce truc. Question 3. Question 3. Question 3, il faut trouver le noyau et puis l'image réciproque de quelque chose. Quart de f. Quart de f. D'accord? Alors, vous vous rappelez la définition? Ça doit être très important. C'est l'ensemble des x qui sont dans l'ensemble de départ. Alors, voilà. Tel que f de x égale à 0. D'accord? C'est-à-dire c'est l'image réciproque de 0, quelque part. On peut voir ça comme ça, c'est f moins 1 du vecteur nul. C'est les éléments qui sont antécédents de 0, dont l'image vaut 0. Vous avez E ici, moralement. Vous avez ici encore l'ensemble d'arrivée, il s'appelle encore E ici. Puis dedans, vous avez le vecteur nul. Il faut voir tous les éléments qui vont sur 0. C'est ça le noyau. D'accord? Alors, pour écrire donc l'équation, on va dire f de x est égal à 0. Alors x ici, x c'est quoi? X c'est un réel ou un vecteur ici? Qui c'est qui me répond? C'est un réel? Ah non, c'est bien de tomber dans le panneau. C'est Kathleen? Oui. Ouais, j'ai reconnu ta voix. Ben non, c'est pas un réel. Mais je suis content que ça tombe dans le piège. Parce que j'ai fait exprès de prendre une notation ambiguë. Non, c'est pas un réel. Non. X, c'est un vecteur. Ça serait par exemple x1, x2. Alors je peux pas écrire en tech avec Zoom. On ne peut pas demander tout l'impossible. x2, x3. Ah zut. Ah là, comme j'ai la main avec le stylet, truc, c'est pas joli. Voilà. Donc x, c'est un vecteur ici. C'est un vecteur x1, x2, x3 qui appartient à R3. Voyez, alors effectivement, je peux mettre une flèche dessus si vous voulez. Attention. Lorsque j'écris U est égal à x, y, z, là je suis d'accord que là, ok, x est un scalaire. Parce que c'est la première composante. Mais là, quand j'écris x dans E, x c'est un vecteur. D'accord? X appartient à R3. Ok? Vous voyez la feinte? La notation peut être trompeuse. Souvent, les étudiants se trompent là-dessus. Pour eux, x c'est toujours l'abscisse. Eh ben non, vous êtes dans un salon supérieur maintenant. Donc vous êtes des gens supérieurs. Donc x, eh ben ça peut être un vecteur. Voilà. Et dont les composants sont x1, x2, x3. Voilà. Là, une notation qui serait notation ambiguë, ça serait par exemple de dire x est égal à x, y, z. Là, ça serait pervers. Hein. Parce que d'un côté à gauche, x c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Et puis là, ici, x, ça serait un scalaire. Donc, ça, c'est notation à déconseiller. C'est pour ça que je préfère écrire ça. X est égal à x1, x2, x3.
Et si vous voulez, vous pouvez mettre une flèche par-dessus pour bien vous aider. Vous n'êtes pas obligé, mais ça vous aide. Ou alors vous pouvez le mettre en caractère gras comme ça. Vous pouvez le faire bien foncé. X, vous voyez, hop, hop, hop. Il est en caractère gras. Est égal en petit caractère X1, X2, X3. Il y a même des bouquins assez anciens où les gens tapaient encore à la machine, ils mettaient la flèche en dessous. Ils mettaient X bar en dessous. Pour montrer que c'est à une dimension. Ça, c'est un peu ancien. Ça, c'est pour les vieux, ça. Ok? Bon. Alors, ces petites questions de notation étant résolues, je vais passer à la résolution de l'exercice. Vous voyez, le plus difficile en L1, c'est pas de faire les calculs. C'est de comprendre les concepts. Comprendre à quoi appartiennent les éléments qu'on manipule, les objets. C'est un vecteur, c'est un scalaire, c'est une matrice. Constamment, vous devez, comme un compilateur d'ordinateur, constamment, vous devez typer vos objets. Votre cerveau, c'est un processeur, il va compiler les choses. Mais il faut lui envoyer des objets en lui disant de quel type ils sont. Sinon, vous faites n'importe quoi. Ok. Alors, maintenant, on veut chercher. Donc, on prend x égale, on cherche f de x à résoudre. On cherche à résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, je vais écrire ça proprement. Donc, je dis x appartient au noyau. Ça veut vraiment dire, et ça c'est vraiment au sens d'équivalence logique, que f de x est égal à 0. Et ça se traduit par trois composantes. On avait que f de x, je vous rappelle, on l'avait déjà calculé tout à l'heure, c'était... je l'ai perdu, c'était... Je vais regarder la page d'avant. F de x, on doit l'avoir écrit quelque part. C'était, voilà, x plus 2y moins z. Moins y plus z et 2x moins y plus 3z. Donc, il faut que je m'en rappelle. Ouais, x plus 2y moins z. Je reviens. Voilà, ça fait x plus 2y moins z. Ensuite, c'est moins y plus z, je crois. Et puis la dernière, c'était... C'était 2x moins y. Ah, merci. Moins z. 2x moins y moins z. C'est ça. Et tout ça, ça va être égal à 0. Non, plus 3z. Ah, la dernière est fausse? Alors, attends. C'est plus 3z. D'accord. Ici, plus 3z, là? Voilà, c'est ça. Plus 3z. Alors, attends que je reprenne mon crayon. Plus 3z. Et ça va être égal à 0. 0, c'est-à-dire, en fait, le vecteur nul. Donc, ça me donne exactement un système. Parce que je vais avoir trois composantes. Et là, vous êtes habitué au système. Vous êtes très fort avec le système. Ça fait un système homogène. Et puis 2x moins y plus 3z. Donc maintenant, on s'est ramené au calcul. Là, les calculs, vous n'avez aucun problème. Tout le problème, c'est les concepts. C'est écrire ça qui est important pour vous. Ça va vraiment être, ça doit vraiment être important, ça. Le reste, c'est facile. Bon, alors, ici, qu'est-ce que ça donne? Ben, un système 3-3. Alors, vous avez, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. C'est bien ça, Océane, je ne me suis pas trompé? Les trois lignes sont bonnes? Oui, c'est bon, c'est ça. D'accord. Donc là, on voit tout de suite que la deuxième donne y égale z. Hein, donc on va résoudre comme ça. Y est égal à z. Donc déjà, il y a une inconnue qui disparaît. Et puis quand on fait y égale à z ici, ben, ça fait 2y moins y, ça fait x plus y égale 0. D'accord? Et puis la troisième, si y est égal à z, ça fait 3y moins y. Ça fait 2y. On trouve la même. On trouve deux fois x plus y est égal à 0. Zut, c'est mal écrit ça. Ah, ouais, bon, enfin bref. La dernière est redondante, de toute façon. Elle n'apporte rien. Donc je la vire. Il ne reste plus que deux trucs. Donc, ça va donner quoi, tout ça? Eh ben, c'est là qu'il faut faire attention. Ça va donner... Il vous reste... ça va donner un espace vectoriel de quelle dimension, à votre avis? Quelle est la dimension? Dimension du noyau, ici.
Alors, qui c'est qui me répond? La dimension de NO, ça va être égal à quoi? Vu que vous avez, on a ici ces deux équations qui restent. 2. Ah, il y en a qui m'a répondu en privé, mais tu peux répondre pour tout le monde, hein, Vincent. Voilà, tout le monde. Parfait. C'est bien 2. Eh ben, non. Niet. J'ai répondu en russe. 1. Voilà, c'est bien. Ok. Alors, pourquoi en privé? Il me répond en privé, lui, je sais pas pourquoi. Ah non. Tout le monde. C'est 1. C'est 1. Ici, effectivement, pourquoi c'est 1? C'est bien, Lisa. C'est 1 parce que vous avez deux équations. Donc ça fait deux conditions. Et sinon, vous avez 3 degrés de liberté. Donc 3 degrés de liberté, vous avez rajouté deux conditions. Il va vous rester plus qu'un degré de liberté. Donc ça va être de dimension 1. Plus précisément, quart de f, c'est l'ensemble des x, y, z tel que vous avez y est égal à z et x est égal à moins y. C'est pareil que x plus y égale 0. Donc ça fait l'ensemble des... Donc je vais prendre... Finalement, on a besoin d'un seul degré de liberté. On va prendre y par exemple. C'est l'ensemble des y. Non, moins y. Y. Lorsque y appartient à R. Parce que z c'est y et puis x c'est moins y. Donc c'est l'ensemble en fait engendré par le vecteur moins 1, 1, 1. D'accord? Alors on peut mettre une accolade dessus, je ne sais pas si la met, enfin peu importe. Donc c'est une droite. C'est la droite de vecteur directeur moins 1, 1, 1. D'accord? Ok? Donc on trouve que c'est finalement la dimension de quart de f, c'est égal à 1. Bon, la dimension de noyau est égale à 1. Alors déjà, on peut en déduire quelque chose. Si la dimension du noyau est égale à 1, par le théorème du rang, la dimension de l'image, ça vaut combien? Alors, qui répond là? Qui répond? 2, c'est ça, c'est ça. Ouais, effectivement, dim, vous savez que la dimension de noyau plus dim de l'image, c'est la dimension de l'ensemble de départ. E, c'est donc la dimension de R3. Ça, c'est 3. Donc la dimension de l'image, c'est 2. Donc, est-ce que F, est-ce qu'elle est surjective? C'est la question que je pose. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle est surjective? F. Qui me répond là? Alors, que j'entende la population. Regina, est-ce que tu en penses qu'elle est surjective? Oui. Nada, señorita. C'est pas grave. Mais pourquoi elle n'est pas surjective? Elle n'est pas surjective, pourquoi?
Eh ben en fait, elle n'est pas surjective, tout simplement parce que si elle était surjective, il faudrait que l'image de f, ça soit tout l'espace. Tu vois? Et ça, c'est strictement plus petit que 3. Donc, ça veut dire que dans l'image, c'est un plan. Alors que l'espace tout entier, ben, c'est un espace à 3 dimensions. Donc, f, en fait, elle part de R3 et elle envoie tout le monde dans un plan. J'ai essayé de faire un dessin, mais alors, par contre, je ne garantis pas. Hein. F, elle part, si vous voulez, d'un espace à 3 dimensions. D'accord? Ah, ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Enfin, bon, bref. Voilà, elle part d'un espace à 3 dimensions. Je vais passer ce truc-là qui dépasse, c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est R3, mettons. Alors, évidemment, c'est plus qu'un cube, hein, il y a plus de choses, mais c'est R3. Et puis, elle arrive dans un plan quelque part. Alors, c'est pas un plan, le plan, bon, ben, un plan, elle arrive dans un plan. Elle arrive dans un plan. Ligne de F. Donc, tu vois, qui est de dimension 2. Donc, quelque part, ton application, elle va aplatir tout le monde. Elle va aplatir l'espace. Donc, elle n'est pas surjective. L'image de F est inclue, mais strictement inclue dans R3. Donc, tu ne pourras pas trouver un antécédent si tu es en dehors du plan à l'arrivée. Si tu es en dehors de l'image, par définition, il n'y a pas d'antécédent. Donc, F n'est pas surjective. Et on va le voir justement parce que on va regarder les antécédents de deux vecteurs particuliers et on va voir que certains des vecteurs n'ont pas d'antécédent. Voilà. Alors, je vais prendre une page d'après. Donc, on va vérifier si, par exemple, le vecteur B est égal à 3 moins 1, un antécédent. A, un antécédent. C'est-à-dire, on cherche un vecteur x est égal à x1, x2, x3, tel que f de x est égal à b. Alors, ça va donner comme tout à l'heure, f de x, on connaît les valeurs, hein, on connaît f de x, alors ça, vous vous rappelez ce que c'était un grand triplet. Tu me le rappelles, Océane, parce que il faut que je tourne les pages et c'est embêtant. Qu'est-ce que j'ai en premier? Je sais plus. Ah, bon alors, X. Ouais. X plus 2y moins z. X plus 2y moins z. Ouais. Oui. Moins y plus z. Oui. Et 2x moins y plus 3z. C'est ça. Ça, c'est l'image f de x et ça doit être égal à b donc. B, on va l'appeler 3 moins 1, 1. Donc ça va donner un système. Ça donne le système suivant. X plus 2y moins z est égal à 3. Moins y plus z est égal à moins 1. Et puis 2x moins y plus 3z est égal à 1. Et il faut résoudre ce système. Alors résoudre ce système, on va regarder ce que ça donne. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez me le résoudre ce système? Donc la deuxième équation, vous avez des relations, hein. On a y qui est égal à... Il suffit de trouver un antécédent. Il ne s'agit pas de le résoudre complètement. Si vous en trouvez un, ça marche. Peut-être qu'on va en trouver un assez facilement. Je ne sais pas. En tout cas, y c'est z plus 1. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas une solution unique.
puisque le système homogène, lui, il n'a pas une solution unique. Donc on va trouver plusieurs solutions ou zéro solution. Ça dépend comment on va se placer. Alors il faut le résoudre. Bon, alors essayez de le résoudre. Essayez au brouillon. Et si vous me trouvez une solution, ben c'est bien. Sinon, il faut voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer de le faire à côté, moi, mais sur mon petit tableau, c'est pas évident. Donc, je vais continuer la page d'après. Donc, j'écris ça comme ça. Est-ce que je peux le tourner, le tableau? Non, ça ne tourne pas. Il ne tourne pas. Bon, ça ne fait rien. Donc, ça fait x, si je me rappelle bien, x plus 2y moins z est égal à 3. Moins y plus z est égal à moins 1. C'est bien ça? Ouais. Et puis, je ne sais plus le dernier. 2x Ouais. moins y plus 3z égale 1. Ok. Bon, ben on y va. Hein. Là, vous pouvez faire la méthode classique. Hein. Vous mettez votre système soit échelonné. C'est peut-être le plus simple. La faute systématique. Parce que si on bricole, on risque de se planter. Donc, je garde la première équation. Ça fait x plus... Alors, il y a peut-être des astuces. Hein, mais bon, je regarde s'il y a une astuce quand même. Si j'ajoute tout là, ça fait disparaître les y. J'ai une relation entre x et z, effectivement. 3 et 1, 4, moins 1. Ouais. Ouais, si j'ajoute tout, je trouve x en fonction de z et y en fonction de z. Peut-être ça marche pas mal. Bon. Ouais, enfin bon. Je vais pas faire d'astuce, je vais utiliser la méthode classique. On va voir, pas m'embêter. Z est égal à 3. Bon, en dessous, il y a un 0, je le garde. Moins y plus z est égal à moins 1. Et puis là, le 2, je vais le faire disparaître. Donc, je vais soustraire. Je vais remplacer L3 par L3 moins 2 fois L1. D'accord? Si je soustrais 2 fois la première à la dernière, j'aurai plus de x. J'aurai moins 1 moins 2 fois 2, 4 fait moins 5y. Et là, 3 moins 2. Ouais, 3, j'enlève 2 fois ça. Ouais, ça fait plus 5z. D'accord? Ouais, 3, moins 2, 3, 2, 5, moins 1, moins 4, moins 5, c'est ça. Et puis là, je vais avoir 1, moins 6. C'est ça? 1, moins 6, fait moins 5. Et on trouve exactement la même relation qu'au-dessus. Donc on trouve en fait deux relations, x plus 2y moins z est égal à moins 3, à 3, pardon. Et puis la dernière, et puis les redondantes, on trouve moins y plus z est égal à moins 1. Bon, ben là, je vais trouver des relations. Hein. Il suffit que je prenne, si je prends par exemple, je vais prendre z égale 0, il suffit que je trouve une solution. Hein. Je cherche une solution. Pas toutes les solutions. Parce que je cherche un antécédent. Ça me suffit d'en trouver un. Je ne cherche pas tous les antécédents possibles. Donc là, je vais avoir... Pardon? Ah oui, x égale 1. Ah oui, il m'a trouvé. Oriane a trouvé un truc. X égale 1, y égale 1, z égale 0. Voilà. Z égale 0. Je n'avais pas vu, excuse-moi. Donc là, la solution que propose Oriane, on va voir si elle marche. Je prends x égale 1. Y égale 1, 2 et 1, 3, ouais. Y égale 1, Z égale 0, ça marche. Bon ben voilà, voilà une. Effectivement, Oriane, on voit que cette solution-là convient. 1, 1, 0 convient.
Donc, alors, j'ai trouvé un antécédent. Mais monsieur, Oui? en fait, là, moi, je résous le système et je trouve x égale 1 moins z, Ouais. Oui, c'est ça. n'importe quel z, on a x à y. Ouais, Et voilà. effectivement, on peut faire ça. Et, si on veut toutes les solutions, on peut les trouver quand même, hein. Parce qu'en fait, on nous le demande. Si on veut tout f-1 de b, donc il faut trouver toutes les solutions, ça, hein. C'est-à-dire tous les antécédents, c'est l'ensemble des x, y, z tels que f de x, y, z est égal à b. On va trouver en fait exactement, alors on va trouver exactement, si on regarde bien ce qui se passe, je reviens à la page d'avant, on va trouver y est égal moins 1 moins z, d'accord? Y égale moins 1 moins z, je vais l'écrire là, tiens. Y est égal à moins 1 moins z. Je dis bêtise. Non, y égale z plus 1, pardon. Y égale z plus 1. Ou je vais faire ça comme ça, non. Je vais mettre ça comme ça. Je vais tout exprimer à l'aide de z, ouais. Y est égal à combien? Z plus 1. Y égale 1 plus z. D'accord? Et puis x égale combien? Donc je remplace y par 1 plus z. Ah, c'est ce qui m'appelle. Enfin, y égale 1 plus z, donc ça va faire 2 plus 2z moins z, ça fait un z qui va passer de l'autre côté. Et 2, je le fais passer de l'autre côté, ça fait 1. Et puis donc j'ai dit 1 moins z. 2z. Voilà. Donc la solution c'est ça. 1 moins z, c'est l'ensemble des 1 moins z, 1 plus z, et puis z, lorsque z appartient à R. Donc on trouve en fait qu'il y a une infinité d'antécédents, hein. C'est tout cela. Et on trouve finalement que c'est exactement le vecteur 1, 1, 0 qu'avait trouvé Oriane, plus quoi? Ben, tous les éléments de la forme moins z, z, z. Et ça, ces éléments-là, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. Donc l'ensemble des z facteurs de moins 1, 1, 1. Lorsque z appartient à R. Et qui voit ce que c'est ça? Voilà, on trouve en plus le noyau. Effectivement, Kylian a dû le suggérer. On trouve exactement 1, 1, 0 plus le noyau. Je regarde. Le noyau, on l'avait calculé à un moment donné. Le noyau, il est où le noyau? Je regarde ce qu'on avait fait. Je regarde en arrière. Misère, j'arrive pas à remonter plus haut. Ah, peut-être avec ça. Ah, je peux pas. Ah, si, voilà. Le noyau, il est où? Voilà, moins 1, 1, 1. C'est ça. C'est exactement le noyau. Moins 1, 1, 1. Donc si je reviens à ma page ici, voilà, on va trouver exactement f-1 de B, donc les antécédents de B, c'est le vecteur 1, 1, 0, auquel je peux ajouter le noyau de f. Voilà. Alors, bon, vous disiez tout à l'heure que l'application n'est pas surjective. Or là, pour un vecteur donné, vous avez trouvé plein d'antécédents. Pourquoi elle n'est pas surjective? Pourquoi l'application n'est pas surjective ici? Pourtant, là, on vient de trouver des antécédents. Pourquoi elle n'est quand même pas surjective? Qui c'est qui peut me voir pourquoi? On va bientôt s'arrêter d'ailleurs, hein. On va s'arrêter à la fin de cette question, mais il faudrait que
vous voyez pourquoi elle n'est pas surjective. Là, il y a une feinte. Qui c'est qui peut me répondre? Ouais, qui c'est qui voit pourquoi elle n'est pas surjective? Donc là, ici, B, il a une infinité d'antécédents. Pourquoi elle est quand même pas... Oui, effectivement, la dimension de f, c'est pas égal à la dîme de f, ça c'est vrai. Oui, mais on peut dire plus. Mais aussi... C'est pas une dimension finie? Non, c'est pas... On est bien en dimension finie. Qui c'est qui a répondu? Ah, c'est Régina? Non, c'est moi. Hein, Régina, c'est ça? Oui. D'accord. C'est pas le problème de dimension. Là, on est bien en dimension finie. C'est pas le problème. Mais c'est aussi parce que si on change de B, si on change le B, on n'aura peut-être pas d'antécédent. On aura des B sans antécédent. Et c'est justement l'exercice qu'il va proposer. Pour B égale, justement, il suggère de prendre 1, 0. Alors, je crois qu'il prend comme vecteur 1, 0, 1. Et on va voir que là, ça n'a pas marché. Enfin, normalement, s'il a bien fait son exercice, Gaëtan, celui-là, si on prend B, normalement, il n'y a pas d'antécédent. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous regardez le système. F de x égale B. Ça donne quoi? Ça donne donc x plus... j'oublie chaque fois le truc. X plus 2y, c'est quoi? X plus 2y moins z. Hein, ça va être égal à 1. Ensuite, moins y plus z est égal à 0. Et puis, 2x... moins y plus 3z. Plus 3z. C'est ça. On va s'arrêter là-dessus. Plus 3z est égal à 1. Et bien là, si vous cherchez, vous allez voir qu'on a une contradiction là. Là, vous aurez y égale z. Avec ça. Et si y égale z, ça vous fait ici x plus y égale 1. Et puis la dernière, si y égale z, 3 moins 1, 2. Ah ben non, là aussi, ça va pas, il a mal choisi son truc. Ah, il a mal choisi. Il aurait fallu qu'il prenne autre chose. Ah, il a mal choisi. Il est moisi cet exercice. Il est moisi, ouais. Y égale z, 3 moins 1, 2. Non, il faut prendre ici moins 1. Je vais prendre ça par exemple ici. Vous voyez voir, je vais prendre moins 1 là. Il a bugué. Je vais prendre ici moins 1. Ah, il n'est pas bon son exo là. Moins 1. Si je prends moins 1 ici, ça fait quoi? Ça fait 2x plus y. Alors, remarque, ça marche quand même. Si, ça marche quand même. 2x plus y, si, ça marche quand même. 2x plus y, c'est moi, je suis mauvaise langue. 2x plus 2y est égal à 1. Ça marche quand même, si. C'est moi qui suis mauvaise langue. Ah, il faut voler ma gomme là. Je suis toujours critiqué, hein. Je suis bien français là. Voilà, x plus y égale 1, la première relation, vous voyez. Y égale z, et la deuxième, 2x plus 2y égale 1. Donc, vous ne pouvez pas avoir, il y a une contradiction entre ces deux relations. Ici, si vous regardez bien, ça et ça, c'est contradictoire. Est-ce que je peux bouger ma feuille? Peut-être je peux la bouger. Ouais, on voit mieux là. Vous voyez, là, il y a une contradiction là. Ces deux-là, c'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas avoir la somme de deux nombres est égale à 1, et puis la somme de deux nombres égale à 1 demi. C'est incompatible. Donc ici, il n'y a pas de solution. L'ensemble des solutions, c'est le vide. Ici, ce qui se passe, on trouve que
F-1, F-1, F-1. Les antécédents de B, alors B il s'appelle 1, 0, 1. Dans ce cas-là, eh ben, c'est l'ensemble vide. Il n'a pas d'antécédent. Donc on voit bien que l'application n'est pas surjective. F n'est pas surjective. Alors vous voyez certains vecteurs, voilà, comme a dit Kylian, il le dit effectivement, c'est que c'est pas tout à fait ça, Kylian. C'est pas tout à fait ça. En fait, si on voulait caractériser l'image, il faudrait la caractériser autrement. L'image de F, en fait, elle est inclue vraiment dans R3. Et l'image de F, c'est facile de la calculer. L'image de F, ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des vecteurs de la forme x plus 2y moins z. Donc x plus 2y moins z, x plus 2y moins z, moins y plus z. Et puis, le troisième, c'est x, 2x moins y plus 3z. 2x moins y plus 3z. D'accord? C'est l'ensemble de ces vecteurs-là. Bon, quand x, y, z appartient à tout l'espace. Et donc, en fait, là, cet espace-là, on peut le caractériser. On peut voir que c'est un plan. Et bon, il faudrait voir ce que ça donne ici. Qu'est-ce que ça donne? C'est l'ensemble des vecteurs qui se mettent sous cette forme. D'accord? Alors là, il faudrait voir que c'est en fait un espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Vous pouvez les appeler, je ne sais pas, par exemple V et W. Il faut les trouver et que ça donne un plan. Et donc, vous n'aurez pas tout l'espace. Bon, ça, vous pourrez le faire pour la prochaine fois, parce qu'on va peut-être s'arrêter là. D'accord? Bon, on va pas très vite, je suis désolé, on fait ce qu'on peut. Donc, on continue dans la feuille, on continuera ce qu'on pourra la fois prochaine. On va à la vitesse qu'on peut. Donc, je pense qu'on va sauter peut-être... bon, on fera l'exercice 4, en fait. On va sauter le 5. On va sauter le 6. Et on fera le 7 la fois prochaine. D'accord? Bon. J'ai mis des notes à vos travaux, à vos devoirs, hein, mais c'est pas des choses que je vais faire compter dans la moyenne, c'est pas le but. Simplement, c'est pour voir si ça va pas, si ça va. Je vais essayer de mettre une correction PDF aussi sur le site. Et n'hésitez pas à envoyer des questions dans le forum aussi. Vous avez le droit d'écrire et les autres peuvent les voir et peuvent y répondre aussi. Bon, ben on va s'arrêter là. Merci d'être venu. Et puis j'espère que ceux qui n'ont pas accès, parce qu'on est quand même, là je regarde, on est combien de participants? On est 14. Ben les autres qui ne sont pas venus, je sais pas comment, c'est pas facile pour eux, ils n'ont peut-être pas une bonne connexion internet, je sais pas moi. Ben voilà, courage à tous, hein. Ça va durer. Et vous connaissez des gens malades sinon? Est-ce que vous connaissez des gens malades? Non. Ouais. Moi non plus. Mais, Tant mieux. Ouais, c'est bien, c'est vrai, tant mieux. Mais il y a peut-être qui en connaissent parmi vous? Non, probablement pas. Alors, je vais donc arrêter la réunion. Donc, essayer de finir. Ah, Laura. Ah, ouf. Ça va mieux, Laura? Eh ben, courage. Et puis de toute façon, on va pas très vite, hein. On va vraiment à une vitesse d'escargot, mais bon, ça permet quand même de faire des choses. J'espère que c'est quand même profitable. À bientôt et take care. Au revoir. Merci. Alors, je fais bye. Ah, comment je vais éteindre ce truc? Fermer la réunion. Plus fermer la réunion. Finir la réunion. Hop.